Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette présentation pour entendre parler d'API asynchrone en Java 8. C'est un sujet qui n'est pas vraiment adapté à l'heure de la sieste. Je suis vraiment désolé. Bon, il a lu à l'heure de la sieste quand même. Est-ce que c'était une bonne édition d'Evox France d'abord? J'ai rien entendu. C'était une bonne édition d'Evox France? Ah, super. C'était une super édition. Je suis vraiment très content que cette édition ait rencontré ce succès pour plein de raisons. Voilà. Donc on va parler pendant une petite heure d'API asynchrone en Java 8. Avant de commencer, je voudrais commencer par un peu une introduction. Qu'est-ce que ça veut dire que asynchrone? Parce que asynchrone, je pense que si je faisais un petit sondage, j'aurais probablement autant de définitions que vous êtes dans la salle. Donc je vais essayer de donner la mienne, même si c'est une définition avec laquelle personne n'est d'accord, c'est pas très grave. Je vais quand même la donner. Et on va prendre un exemple, parce que moi j'aime bien partir d'exemples, j'aime bien prendre des choses simples. On va se prendre l'exemple de 3 tâches à exécuter. Voilà, dans mon processus, dans mon application d'informatique, de gestion, de calcul, peu importe. J'ai 3 tâches à exécuter qui sont T1, T2 et T3. J'ai besoin de les exécuter efficacement. La première façon que je peux utiliser pour les exécuter, c'est de les exécuter de façon synchrone, classique. À la queue leu, je ne me préoccupe pas de thread, pas de callback, etc. On va parler de tout ça dans la suite, mais pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Et ça va s'exécuter comme ça, sur la timeline de mon processeur, grosso modo. J'ai une deuxième façon de faire, la deuxième plus simple peut-être, c'est de se dire, je vais le faire en multithread. Donc, chaque tâche, un runnable, grosso modo, c'est comme ça que c'est modélisé depuis Java 1. Et puis ce runnable, je vais l'associer à un thread, et ce thread, je vais l'exécuter. Sur le processeur, c'est l'exécution multithread. OK. Et puis si je fais du multithread monocœur sur un seul thread, ça va probablement s'exécuter comme ça. C'est-à-dire que mes tâches sont à la queue leu, j'ai un thread scheduler qui va, sur certains critères, passer d'une tâche à l'autre. Quels sont ces critères? Quand je suis en multithread, j'en ai 2 essentiellement, des critères. Le premier, c'est de se dire, j'ai une tâche qui est en attente de quelque chose, une ressource lente, un I/O, un réseau, éventuellement la mémoire, ça peut être une ressource lente aussi, la mémoire. Ce n'était pas le cas il y a longtemps, mais aujourd'hui c'est un peu le cas. Et donc, quand le thread scheduler voit que mon thread est en attente de ce truc, il va passer la main à un autre thread pour des raisons d'efficacité. Le fait d'attendre, ça peut être aussi que le thread il est bloqué parce qu'il est à l'entrée d'un bloc synchronisé, par exemple. Et si je suis sur un seul cœur, si l'autre thread qui tient le lock de ce bloc synchronisé n'avance pas, la tâche courante, elle, ne pourra pas progresser non plus. Ça, c'est le multithread sur un seul cœur. L'asynchrone, c'est ça. Vous allez dire, il y a une erreur sur le slide, parce que l'asynchrone, c'est pas comme le multithread. Non, c'est vrai, c'est pas comme le multithread, mais quand je regarde ce qui s'exécute, la façon dont les tâches s'exécutent, ça ressemble quand même beaucoup. Ça ressemble au point qu'on peut faire un copier-coller entre 2 slides, et ça c'est bien parce que c'est un slide qui est plus vite fait quand on fait un copier-coller. Ça ressemble à ce truc-là. Le multithread, multicœur, évidemment, je vais avoir les threads qui vont s'exécuter sur différents cœurs, donc c'est pas le cas. Mais l'asynchrone monocœur, ça ressemble à ça. Et l'asynchrone multicœur aussi, ça ressemble à ça. Parce que tout s'exécute dans le même thread, et un thread ne peut pas s'exécuter en 2 endroits à la fois, donc il s'exécute sur le même cœur à la fois. Est-ce que c'est plus rapide que d'exécuter mes tâches à la queue leu? Alors quand je fais du multithread, on est très habitué à cette approche-là. La réponse est oui, parce que si j'ai des temps d'attente dans mon truc, le thread scheduler va voir qu'il y a des temps d'attente, donc il va passer la main aux autres threads pour aller globalement plus vite. Et pendant ces temps d'attente, il y a un autre thread qui s'exécute. Dans l'approche asynchrone, c'est pareil. L'approche asynchrone, elle est réputée non bloquante. Donc quand j'ai un temps d'attente sur une tâche, le moteur de gestion de mon truc asynchrone, qui n'est pas un thread scheduler, qui est autre chose, va switcher de tâche et donc va mettre la tâche qui est en attente, précisément en attente, mais va utiliser le CPU pour en exécuter une autre. Ça, c'est l'approche non bloquante. Quelles sont les différences entre le modèle asynchrone et le modèle multithread? La différence, elle est simple. Dans un cas, j'ai un thread, et dans l'autre cas, j'ai plusieurs threads. Parce que multithread, ça veut dire plusieurs threads, en fait. Je pense qu'on l'avait tous remarqué. Dans le premier cas, le cas asynchrone, c'est le traitement qui décide de passer d'une tâche à l'autre. C'est une espèce de framework, on pourrait voir ça comme un framework, en quelque sorte. Étant donné que je suis dans un seul thread, j'ai jamais de problème de synchronisation, d'atomicité, j'ai jamais de problème de visibilité. Alors que quand je suis en multithread, même si je suis sur un seul cœur, je peux avoir des problèmes de communication de données, de partage de mémoire entre plusieurs threads.
Évidemment, quand je suis sur plusieurs cœurs, ce problème il est encore plus aigu, parce que j'ai des problèmes de visibilité qui peuvent intervenir en plus, mais quand je suis sur un seul cœur, ces problèmes de visibilité, éventuellement, je peux ne pas les voir par accident et donc avoir un système qui tombe en marche, alors qu'il tomberait en panne s'il était sur plusieurs cœurs. En termes de performance, est-ce que c'est meilleur? C'est éventuellement meilleur parce que j'ai pas de contexte switch. Le contexte switch, c'est cette espèce de truc technique qui fait que le thread scheduler va configurer un contexte pour un certain thread. Et puis donc, quand un thread s'exécute sur un cœur, il a besoin de switcher ce contexte pour passer d'un thread à l'autre. Donc évidemment, quand je fais du mono thread, quand j'ai qu'un seul thread, j'ai pas cette question de contexte switch. Donc éventuellement, je peux même être plus performant, au moins dans certains cas. Qu'est-ce que je peux espérer comme pattern quand je fais ce genre de choses? On va prendre un exemple, encore une fois. J'ai un objet qui s'appelle Query Engine, voilà, qui s'est requêté sur une base de données. Cette base de données, elle est sur une autre machine, j'y accède par TCP/IP, donc c'est un appel réseau, plus d'autres appels, donc c'est quelque chose qui est lent. Je vais envoyer ma requête, j'attends un résultat, et puis quand j'ai le résultat de ma requête, je veux, en l'occurrence, afficher mes utilisateurs, faire juste un système out_println dans un for each. Et donc, ce for each, il va prendre chacun de mes utilisateurs et l'afficher. Là, je les ai fait avec des lambda expressions, parce que je suis en Java 8, donc j'aime bien les lambda expressions. Et voilà. Chacune de cette opération, et notamment mon for each, j'appelle ça en fait un callback. C'est une autre tâche qui va s'exécuter en callback de l'arrivée des données du résultat de la première tâche. Et ces callbacks, je vais décider de les implémenter avec des lambda expressions parce que c'est plus lisible, tout simplement. C'est plus sympa à écrire. Comment est-ce que je peux enchaîner l'arrivée de mes objets résultats de ma base de données avec le post-traitement que j'ai fait, c'est-à-dire le système out.println? Comment est-ce que je peux enchaîner ça? Et notamment, comment est-ce que je peux l'enchaîner en Java? Comment est-ce que je peux écrire ce truc-là en Java? J'ai besoin d'abord de modéliser la notion de tâche. En Java, pour modéliser la notion de tâche, j'ai essentiellement deux choses. Un vieux truc qui date de Java 1, c'est le Runnable. Alors Runnable, ça tombe bien, j'ai qu'une seule méthode dedans, donc je peux l'implémenter avec une lambda expression. Et puis à partir de Java 5, j'ai un truc qui est un petit peu plus ouvert que le Runnable, qui est le Callable, que je peux aussi implémenter avec une lambda expression parce que j'ai qu'une seule méthode dedans. Et puis j'ai également une notion supplémentaire qui va être utile dans la suite, qui est la notion d'exécutor ou d'exécutor service. En fait, exécutor service, c'est une interface qui est en exécutor et qui modélise la notion de pool de thread dans lequel je vais pouvoir faire de l'asynchrone. Quand je donne une tâche à mon exécutor service, je récupère un objet particulier de Java 5, qui est un Java util future, avec un pattern qui ressemble à ça. Donc je crée ma tâche, c'est ma requête sur ma base de données, je récupère un future sur ce truc-là. Ce future, il a une méthode qui est bloquante, qui est la méthode get. Je fais un get, et dès l'instant que j'ai fait ce get dans le thread courant, le get me rendra la main quand la tâche que ce future encapsule va rendre la main. Donc en fait, ce future, cet objet future, il faut le voir comme un pont entre un des threads particuliers de l'exécutor service à qui j'ai confié cette tâche à exécuter, et puis le thread main dans lequel je suis, qui lui va récupérer le résultat de cette tâche. Alors cet appel à get, il est bloquant. Je ne suis pas obligé d'appeler get tout de suite. Je peux faire d'autres trucs avant. Et ça va me permettre effectivement de gagner du temps. Je peux aussi tester si mon future a fini, j'ai des méthodes pour ça. J'ai une méthode isDone qui va me rendre la main tout de suite. Vrai, ça veut dire que le future a fini de faire son travail, enfin plus exactement que la tâche est exécutée, que le résultat est dispo. Et puis si ça me retourne faux, c'est pas le cas. Mais quelque part, je suis obligé de faire un get qui est bloquant, de récupérer le résultat de la requête sur ma base de données, et puis de l'envoyer, de le donner à manger à mon système out.println. Ça, c'est pas super satisfaisant parce que si je regarde bien ce pattern-là, le passage de mon objet de la tâche requête sur la base jusqu'à la tâche affiche-moi le résultat, il passe nécessairement par le thread qui a généré la tâche, qui a envoyé la tâche à l'exécuteur service de mon truc. Donc ça veut dire que je suis obligé de repasser par mon thread maître pour faire le truc. Ce qui n'est pas vraiment la notion de callback. Un callback, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un callback, je crée par exemple un bouton dans Swing, même si c'est un peu vieux, dans JavaFX peut-être. J'attache un callback à ce bouton, puis c'est le thread qui s'occupe d'appliquer ce callback. Je ne récupère pas l'événement pour le passer ensuite au callback. Ça marche clairement pas comme ça. Et jusqu'en Java 7 inclus, j'ai rien d'autre que ça pour faire l'espèce de programmation un peu asynchrone, au moins de cette façon-là. En Java 8, j'ai un nouvel outil pour traiter explicitement ce point, et c'est l'objet de cette présentation,
qui propose à la fois une espèce d'extension du concept de future, avec des choses en plus dedans, qu'on va voir, et puis surtout une solution pour enchaîner les tâches les unes à la suite des autres, sans besoin de réintervenir à chaque fois pour récupérer les objets et pour les repasser aux tâches suivantes. Ça mélange en fait la programmation asynchrone et la programmation multithread. Donc c'est bien, parce que ça mélange deux trucs que personne ne comprend, donc c'est encore plus incompréhensible qu'avant. Ça, c'est vraiment cool. Je dis, c'est une blague, hein. Il y a des gens qui comprennent quand même. Mais bon, voilà, donc c'est un truc un peu compliqué, mais c'est aussi un truc extrêmement puissant que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Donc après cette longue introduction du sujet, je vais m'introduire moi-même, et ça va être beaucoup plus rapide. Je m'appelle José Pomar, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de consultant, formateur, expert, etc. Je travaille dans des sociétés. Je suis également maître de conférence à l'Université Paris 13. Je suis également directeur des études de l'école Sub Galilée à Paris 13. Je viens des maths et de l'informatique. J'ai un blog qui s'appelle Java le soir, qui est toujours ouvert le matin également. Enfin, il est ouvert le soir, mais le matin aussi. J'ai aussi un compte Twitter. Si vous regardez sur mon compte Twitter, il y a déjà les slides de la présentation. Donc, si vous voulez, j'ai posté le lien vers SlideShare, où j'ai publié les slides de cette présentation. Voilà. Et puis, je m'occupe des soirées du Paris Jug en tant que trésorier de l'association qui porte l'organisation de ces soirées depuis à peu près 6 ans maintenant. Je m'occupais jusqu'à l'année dernière de l'organisation d'Evox France, et cette année, je me suis retiré de l'équipe d'organisation, ce qui n'a pas empêché à l'organisation de se dérouler extrêmement bien, et j'en suis vraiment très très heureux pour ce magnifique projet qu'est Devox France, parti d'un projet encore plus large et qui devient de plus en plus large. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un Devox Mars ou quelque chose comme ça, ou un Devox Moon, parce que la Terre ne va plus suffire à porter tous les projets Devox. Mais c'est très bien, je trouve ça vraiment super. Et puis je suis également auteur en ligne, j'ai un cours en ligne sur Microsoft Virtual Academy. J'en ai sur Parlaise, qui est le site qui publie les vidéos de Devox, pas que de Devox France, de tous les Devox, et puis d'autres vidéos aussi. Il y a un très très beau fond documentaire sur Parlaise, et également sur Pluralsight, qui est un des sponsors de Devox France que vous pouvez rencontrer sur un des stands là-bas, s'ils sont encore ouverts. Voilà, d'ailleurs j'ai des passes Pluralsight si vous en voulez, je pourrais vous en donner à la fin de la présentation. Ok, si vous avez des questions, J8A5, j'ai vérifié, c'est pas un hashtag qui est déjà utilisé pour autre chose, donc on sera entre nous sur ce hashtag, je regarderai à la fin de la presse si j'ai un petit peu de temps pour y répondre. Ok. Cette notion de tâche asynchrone mélangée avec le multithread, elle est modélisée par deux éléments dans le JDK. Le premier élément, c'est une interface, nouvelle interface de Java 8 qui s'appelle Completion Stage. Qu'est-ce que c'est qu'un Completion Stage? Là, je ne me suis pas embêté, j'ai copié-collé la Javadoc. Donc ça, c'est un slide très rapide à faire, comme je suis un peu feignant, c'est super aussi. Qu'est-ce que ça modélise essentiellement? Un Completion Stage, ça modélise une tâche. Et cette tâche, elle peut se déclencher sur des tâches qui sont en amont, une ou plusieurs, et le fait qu'elle s'exécute, normalement ou avec des exceptions, va pouvoir déclencher d'autres tâches en aval. Donc un completion stage, ça ressemble un petit peu à un future, mais ce n'est pas tout à fait un future. Et puis à côté de cette interface completion stage, j'ai une classe d'implémentation qui s'appelle completable future, qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu complexe, qui est assez large, un petit peu fastidieux. On va voir pourquoi elle est fastidieuse. Et cette classe d'implémentation, elle implémente à la fois future, donc mon vieux future de Java 5, et completion stage, cette nouvelle interface de Java 8. Completion stage n'étant pas future, bien sûr, et donc j'ai qu'une seule implémentation pour les deux concepts. Un completable future, c'est donc une tâche particulière, atomique, qui va s'exécuter, et cette tâche, elle peut être dans 3 états, en fait. Ça, c'est important de comprendre ce truc-là. Le premier état, c'est elle est en train d'être calculée. Alors quand je dis ça, est-ce que le calcul a vraiment démarré? Ça, j'en sais rien, mais disons qu'il n'est pas encore terminé. Le deuxième état, c'est le calcul a été terminé, il s'est bien déroulé et il a éventuellement produit un résultat. Il a très bien pu ne pas produire de résultat, mais il a éventuellement pu en produire un. Et en tout cas, une fois que la tâche est terminée, les tâches qui dépendent de cette tâche vont pouvoir se déclencher. Et s'il y a un résultat qui est généré, il va être disponible, je vais pouvoir le récupérer. Le troisième état, c'est la tâche, le calcul est terminé, mais par contre, ça ne s'est pas bien passé. J'ai une exception qui a été générée. Et donc, il y a un certain nombre de choses que je peux faire après cette tâche, sur exception, et cette exception, je vais pouvoir la récupérer, encapsulée dans une exception particulière qu'on va voir. Donc une tâche, c'est ça. C'est un truc qui est assez simple, finalement, techniquement, à comprendre. Dans cette classe completion stage, j'ai plusieurs catégories de méthodes. La première catégorie de méthodes que j'ai, c'est des méthodes qui étendent en fait le concept de future. Sur un future, j'ai 5 méthodes. J'ai une méthode cancel qui me permet d'interrompre la tâche qui est en train de s'exécuter.
Je peux y passer un booléen pour dire, OK, est-ce que tu peux interrompre la tâche alors qu'elle est effectivement en train de s'exécuter, ou bien est-ce que tu l'interromps uniquement si elle n'a pas encore commencé, si elle n'est pas démarrée. Donc j'ai un petit raffinement ici. J'ai deux méthodes, isCancelled et isDone, qui me permettent de savoir si la tâche a été interrompue ou si elle a terminé de s'exécuter. Et puis j'ai deux méthodes, get, qui me retournent le résultat du callable, parce qu'un runnable, ça retourne rien. Donc il me retourne le résultat du callable, soit un get qui va bloquer jusqu'à ce que le résultat soit arrivé, soit un get qui va bloquer pendant, par exemple, 10 millisecondes, et si au bout de 10 millisecondes, le résultat n'est toujours pas là, qui va me jeter une timeout exception. Ça, c'est les 5 méthodes que j'ai sur Future depuis Java 5, donc qui sont super simples. Dans Completable Future, j'ai plusieurs méthodes supplémentaires qui viennent un peu étendre ce comportement de Future, même si elles ne sont pas dans l'interface. Elles sont uniquement dans l'objet qui implémente. La première, c'est une méthode de join, qui est en fait la même méthode que get, sauf qu'elle ne va pas gérer les exceptions de la même façon. Les exceptions jetées par join sont unchecked, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de les traiter, puisqu'elles sont unchecked, évidemment. Et donc la sémantique de gestion n'est pas la même que sur le get. Et puis j'ai une méthode getNow, qui est très pratique, qui me retourne immédiatement la main, indépendamment du fait que la tâche a fini de s'exécuter ou pas. Si la tâche a fini de s'exécuter, ça me retourne la bonne valeur. Si elle n'a pas fini de s'exécuter, ça me retourne la valeur par défaut que je lui ai donnée en paramètre. Ça, c'est vraiment super pratique comme méthode. J'ai aussi deux méthodes qui vont me permettre de dire à un future qui n'est pas encore terminé, un completable future plus exactement, qui n'est pas encore terminé, OK, termine-toi, si tu n'es pas terminé, et ta valeur de retour, ce sera ce truc-là. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que getNow, parce que je peux faire ça d'un thread et imposer le résultat à être envoyé dans d'autres threads. C'est la méthode complete qui fait ça. La méthode complete, si le completable future est déjà terminé, elle ne modifie pas la valeur retournée, alors que la méthode obtrudeValue, qui fait essentiellement la même chose, même si le completable future est terminé, j'impose la valeur de retour. Donc éventuellement, j'écrase la valeur qui a été calculée pour en imposer une nouvelle. Donc ça, c'est une sémantique un peu plus riche et qui est intéressante. Et puis si jamais j'ai une exception qui est générée, même chose, si jamais je veux terminer sur exception, j'ai une méthode completeExceptionally, tu t'arrêtes en jetant une exception. Si jamais tu avais déjà terminé, OK, dans ce cas-là, tu gardes ton comportement précédent. Et puis obtrudeException, qui écrase la valeur ou l'exception qui a été générée pour pousser une exception nouvelle sur le truc. Donc ces 6 méthodes de type future viennent en fait enrichir la sémantique du future dans Completable Future. Comment est-ce que je fais pour créer un Completable Future? J'ai plusieurs patterns pour ça. Le premier pattern, c'est un pattern assez simple qui me permet de créer un Completable Future qui est en fait déjà terminé. Donc ce n'est pas un Completable Future qui va s'exécuter. Je lui dis voilà, je crée l'objet, il est déjà terminé, dans son booléen finished, il est déjà vrai, et je lui donne la valeur que ce truc-là va retourner. Ça, c'est très pratique si je veux déclencher des événements, par exemple, ou des choses comme ça, ou faire des tests, c'est super pratique. J'ai aussi deux patterns en méthode statique, qui sont des patterns plus classiques, qui consistent à dire, enfin c'est supply A5 et run A5, je te donne un supplier. Un supplier, c'est une méthode de Java Util Function, ça ne prend pas de paramètres et ça me retourne une valeur, donc c'est une espèce de constructeur en quelque sorte, on peut le voir comme ça, comme un constructeur. Tu prends cette valeur, tu prends cette valeur, tu l'exécutes dans l'exécuteur service que je te passe en paramètres, et tu me retournes le résultat dans un completable future. Et pareil pour le run A5, je lui donne un runnable en paramètres, le runnable il retourne rien, donc cette fois-ci ça va me retourner un completable future qui ne me retournera rien non plus, et qui va s'exécuter dans un exécuteur. L'exécuteur c'est le pool de thread qui a été introduit en Java 5. Ça c'est les patterns pour créer un completable future à partir de rien, simplement je peux aussi imaginer d'autres trucs. Qu'est-ce que c'est que ce completion stage? Comme je vous ai dit, le completion stage, c'est quelque chose qui fait partie d'un traitement global, d'une chaîne de tâches qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Un completion stage, ça peut être déclenché sur une étape précédente, qui est aussi un completion stage. Ça peut déclencher d'autres étapes, une ou plusieurs, qui vont aussi être des completion stages a priori. Et je peux en plus lui dire de s'exécuter dans un exécutor, dans un pool de threads particulier. Éventuellement, ce pool de threads, il peut ne faire qu'un seul thread, auquel cas,
cette tâche-là ne s'exécutera dans le thread, dans l'unique thread de cet exécuteur. Ça, on va voir des exemples, c'est quelque chose qui est vachement utile quand j'ai besoin de mettre à jour des IHM, par exemple, et que je veux m'exécuter dans le thread d'une IHM, que je sois en Swing, en JavaFX ou en Android, par exemple. Cette notion de tâche, en fait, ça peut être trois choses, une tâche. Ça peut être une fonction. Une fonction, elle prend une valeur en argument et elle retourne une autre valeur. Ça, c'est utile quand je veux chaîner des traitements, récupérer une valeur de la gauche et la retransmettre à droite, enfin à ma gauche et à ma droite, donc l'inverse pour vous. Ça peut être un consumer également, donc là j'ai juste récupéré la valeur de mes traitements en amont, et puis je peux déclencher éventuellement des post-traitements mais sans rien leur donner. Et ça peut être aussi un runable, donc un runable ça prend rien, ça retourne rien, donc c'est juste vraiment un callback qui va être lancé sur la complétion d'une autre tâche. L'intérêt de ces trois trucs-là, c'est que ces trois trucs-là, c'est des interfaces fonctionnelles. Certaines sont nouvelles de Java 8, Function et Consumer. D'autres sont anciennes de Java 1, Runable, mais je peux toutes les implémenter avec des expressions lambda. Donc ça veut dire que tous les patterns que je vais pouvoir écrire avec des completable futures, des completion stage, ça s'écrit entièrement avec des expressions lambda, donc des choses qui sont extrêmement lisibles, extrêmement simples à comprendre une fois qu'elles sont écrites. Qu'est-ce que c'est que ce chaînage, cette notion de chaînage? En fait, j'ai deux trucs pour faire le chaînage. J'ai le chaînage après et le chaînage avant. J'ai trois méthodes qui me permettent de faire ça. Then apply, then accept, then run. Donc, j'ai un completable future. J'applique sa méthode then apply. Je lui passe une fonction. Cette fonction va prendre la valeur qui est sortie par la première tâche et puis va me générer une autre valeur qui sera éventuellement passée à une tâche suivante. Donc en faisant ce then apply, je résous mon problème de tout à l'heure, où j'étais obligé de récupérer mon objet avec un get pour le donner à manger à une autre tâche. Là, je prends un completable future que j'ai créé avec un runable, par exemple, un supply A5. Alors runable, c'est peut-être pas le meilleur exemple, un supplier, mettons, plutôt. Ce supplier sort une valeur. Cette valeur va être automatiquement passée à cette autre tâche sans repasser par le thread principal. On voit sur ce truc-là que j'ai les trois patterns fondamentaux de completion stage, qui est je modélise une tâche par une fonction, par un consumer ou par un runable. Donc pour faire essentiellement la même chose, j'ai trois méthodes en fonction de la façon dont je veux traiter mes tâches. Ça, c'est un petit peu le cœur de la complexité de cette interface. C'est que à chaque fois que je fais quelque chose, je peux le faire avec une fonction, un consumer et un runable. Donc en fait, une notion, ça se décline en trois méthodes. Et ça se décline même en plus de trois méthodes, parce que je peux aussi le faire en asynchrone. Then supply A5, then accept 5, then run 5. Là, je ne vais pas m'exécuter dans le thread courant, je vais m'exécuter dans un thread du Common Fork Join Pool, puisque c'est le pool de thread par défaut qui est utilisé par la JVM à partir de Java 8. C'est aussi dans ce pool de thread qu'ont lieu les calculs parallèles, si je fais des calculs parallèles avec mes streams. Donc ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas trois méthodes avec function, consumer, runable, j'ai 6 méthodes, function, consumer, runable, dans le même thread et en asynchrone. 3 x 2, ça fait 6. Et j'en ai même en fait 3 de plus, parce que je peux aussi passer mon propre exécuteur en paramètre de ce truc-là. Donc function, consumer, runable, même thread, common fork join pool, exécuteur. 3 x 3, ça fait 9. J'ai un concept qui est décliné en 9 méthodes en fonction de ce que je veux faire et dans quel thread. C'est un peu de ça, de ce point-là que vient la complexité, le côté un peu fastidieux de l'analyse de completion stage. Mais sinon, le concept est le même et les choses se font de la même façon. Ça, c'était le chaînage avant. Je peux aussi faire de la composition. La composition, ça ressemble un petit peu au chaînage. C'est pas exactement, enfin, c'est pas la même chose, hein, mais ça ressemble quand même un petit peu. J'ai une méthode zenCompose A5 et qui me prend, au lieu de me prendre une fonction qui retourne un objet qui va être encapsulé, ça me retourne directement un autre completion stage, donc que je peux déterminer moi-même. Et pareil, je peux le faire en composition dans le thread courant, dans un autre thread du Common Fork Join Pool, ou dans un autre thread construit sur l'exécuteur que j'ai passé en paramètre. Donc encore une autre façon de faire avec la composition. Le chaînage et la composition, c'est les deux grandes familles de méthodes que j'ai qui me permettent directement de passer d'une étape completion stage à une autre, et cette autre étape étant déclenchée par la complétion de la première tâche que j'ai indiquée. Donc je peux, avec ce mécanisme-là, créer des chaînes de tâches de façon complètement déclarative, et on va voir des exemples, envoyer tout ça, et ça va se déclencher sans que j'ai rien à faire dans le thread courant, et sans en particulier que j'ai besoin de sortir les objets du future avec un get pour les réinjecter dans la tâche suivante ensuite. Donc là, je suis vraiment sur une architecture de type callback avec ce genre de pattern.
Je peux aussi enchaîner une tâche donnée, donc un computable future, à la suite de 2 tâches en entrée. Ça, c'est les méthodes then combine, puis elles vont se décliner également, comme vous allez voir. Le then combine, qu'est-ce qu'il fait? C'est une méthode d'un computable future, donc de 10, du computable future dans lequel je suis. Je prends un autre computable future en paramètre, et je vais combiner les résultats de ces 2 computable futures en un résultat unique avec une bifonction qui va prendre en entrée les 2 objets déterminés à l'étape suivante et me générer un 3e objet que je vais pouvoir livrer à l'étape suivante. Donc avec ce truc, je peux faire une espèce de schéma en Y et récupérer les objets de 2 fonctions différentes. Je peux le faire avec then combine, donc ça c'est le résultat de 10 et other. Je peux le faire également en asynchrone, then combine A5. Le concept est le même, je ne suis pas dans le même thread, je suis dans un thread du Common Fork Join Pool. Et puis si je veux continuer, comme vous en doutez, j'ai aussi la version qui prend l'exécutor, donc j'ai les 3 versions, soit dans le thread courant, un thread du Common Fork Join Pool, ou un thread que je passe en paramètre de cette méthode-là. Ça, c'est le chaînage de 2 tâches, et quand je fais ça, j'attends que les 2 tâches précédentes se soient terminées pour récupérer leurs résultats et pour avancer. J'ai aussi la version avec consumer, donc ça c'était la version avec bfunction. J'ai la version avec bconsumer, qui s'appelle then acceptables, et pareil, toujours les mêmes versions, thread courant, common fork join pool, thread passé en paramètres. Et puis j'ai la version avec runable, run after boss, run after boss à 5, et machin, dans lequel je passe l'exécutor. Donc j'ai également les 9 versions de ce concept d'attendre les 2 tâches qui se terminent en amont pour pouvoir avancer. À la suite de ça, j'ai encore une autre version de ce truc-là. Le pattern qu'on vient de voir, je déclenche ma tâche je déclenche la tâche 10 en fonction de la tâche précédente et d'une tâche passée en paramètre, et j'ai besoin que ces 2 tâches se soient terminées. Je peux également me déclencher sur la complétion de l'une de ces 2 tâches, uniquement, et en particulier de la première de ces 2 tâches. Les patterns sont un petit peu différents, mais pas fondamentalement différents. Avec une fonction, ça me donne apply to either. Là, c'est une fonction normale parce qu'elle va prendre uniquement le premier objet généré par les 2 tâches que j'ai en amont. Et pour que les choses soient compatibles, il faut que ces 2 tâches en amont me génèrent des objets du même type, alors que ce n'était pas nécessaire dans le cas précédent. Apply to either, version fonction. Je peux le faire en asynchrone dans le Common Fork Join Pool ou en asynchrone dans un exécutor que je passe en paramètre. OK. Si j'ai la version fonction, je pense que vous avez commencé à comprendre, j'ai aussi la version consumer. Donc là, c'est plus un bconsumer, mais un consumer simple, toujours pour la même raison. Les 2 tâches en amont sont censées retourner le même type d'objet. Je vais prendre le premier qui arrive, et je peux le faire également en asynchrone normal ou en asynchrone dans un thread de mon choix. Et puis j'ai la version runable également, qui est un peu plus simple, puisqu'un runable, ça ne prend pas de paramètres. Donc là, c'est toujours, j'ai pas de questions de générique ou de choses comme ça quand je le fais. Donc, premier type de chaînage, chaînage en 1-1. Deuxième type de chaînage, chaînage multiple, 2 tâches, déclenche une seule tâche. Et puis, vous voyez bien qu'en agrandissant ce truc-là, je peux assez facilement construire des systèmes dans lesquels une dizaine de tâches vont déclencher une seule tâche, enchaînant les choses 2 par 2. Je peux aussi faire de la création de completable future sur plusieurs tâches. Ça, c'est les méthodes statiques de completable future. La méthode all-of, elle prend une collection de completable future qui peuvent être de types différents, et elle va me rendre la main quand l'ensemble de ces tâches, de ces completable futures, auront terminé leur exécution. Là, je ne peux pas vraiment récupérer directement les résultats, parce que ces résultats peuvent être de types différents. Donc le choix qui a été fait au niveau de la signature, c'est d'avoir un completable future de void. Donc le résultat qui est retourné, c'est forcément nul, parce que c'est la seule instance de la classe void. Et donc la signature, c'est je peux passer n'importe quel type de completable future. Le any-of, lui, fait l'inverse. Pareil, je lui passe une collection de completable future, enfin en l'occurrence un var arg, mais voilà, donc une liste de completable future qui peut éventuellement être assez grande, et je vais me déclencher sur le premier qui a répondu. Si, par exemple, je veux faire des requêtes sur des DNS, je lance ma requête sur 15 DNS, a priori tous les résultats seront équivalents, donc ce qui m'intéresse c'est celui qui parle le plus vite pour avoir la réponse la plus rapide. Donc je vais récupérer ce premier résultat et pouvoir continuer mon traitement avec ce résultat. Donc ça, ces 2 méthodes, all-of et any-of, sont statiques sur completable future. La sémantique du all-of et du any-of est un petit peu différente. Si je fais un all-of en lui passant une liste vide, c'est un peu vicieux, mais a priori on peut le faire. Le join que je fais dessus va me retourner nul
immédiatement, alors que si je fais un all-off, si je fais un any-off sur la même liste vide, là, ça ne me rendra jamais la main. Parce que ça attend le premier, et le premier ne vient jamais. Donc, ça ne me rend jamais la main. Donc, si je fais ce genre de choses, il suffit plutôt que de faire un join, que je fasse un get now, et puis que je passe une valeur par défaut, et là, ça va me retourner la valeur par défaut immédiatement. Donc, il faut se méfier avec ces trucs-là. Si on construit des systèmes un peu compliqués avec ces trucs-là, on peut rapidement se retrouver dans des situations où tout est bloqué, en fait, où il n'y a rien qui avance parce qu'il y en a un qui ne répond pas et qui bloque tout le monde. OK. Comment est-ce qu'on gère les exceptions là-dedans? Tout ça, c'est bien joli, mais il se peut très bien que certaines tâches soient des IO ou des choses comme ça, donc des trucs qui ne vont pas répondre ou qui vont me répondre avec des timeouts ou qui vont répondre avec des trucs qui n'existent pas parce que j'essaie d'ouvrir un fichier, par exemple, et que le file system, c'est un truc réseau qui n'est pas monté et que ça ne va pas. La première chose que je vais faire dans ce genre de choses, c'est que je crée mes tâches et mes enchaînements de tâches par déclaration, en quelque sorte, dans mon thread main. Et puis, à un moment ou à un autre, l'exécution de ces tâches va démarrer par les premières, et puis ensuite vont s'exécuter indépendamment de mes appels. À chaque fois qu'une tâche est créée, avec les différentes méthodes que je vous ai montrées, j'ai un objet completable future qui est créé également. Donc ces objets completable future, j'en ai un par nœud, en fait, en quelque sorte, du graphe de progression que j'ai écrit. Je peux interroger chaque completable future indépendamment l'un de l'autre pour savoir s'il a généré une exception ou pas. Ça, c'est un premier point, mais je peux faire plus malin que ça. J'ai trois cas, en fait, applicatifs. Un completable future va dépendre d'un autre completable future, donc va se déclencher sur un seul. Le deuxième cas, c'est qu'il va se déclencher sur deux. Et le troisième cas, any-off ou all-off, il va se déclencher sur n. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai une exception qui est générée dans un de ces completable futures? Dans le cas 1, donc dans le cas où j'ai une chaîne, si à un certain endroit de ma chaîne, j'ai une exception qui est générée, à ce moment-là, tous les completable futures qui sont en aval seront également en exception. Donc, la méthode isExceptionally me retournera vrai systématiquement. L'appel à get, si je fais un appel à get, va me retourner une exécution exception, qui est une exception unchecked, qui wrap la vraie exception qui a généré effectivement l'arrêt de ce completable future. Donc, si je fais get.getCause, ça va me retourner l'exception primaire, j'ai envie de dire, qui a fait le truc. Donc là, les choses se passent bien, je peux diagnostiquer ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Dans le cas numéro 2, si j'ai un completable future qui est en erreur, à ce moment-là, tout le sous-graphe qu'il y a sous ce truc-là, tous les completable futures vont également être en erreur. Donc ils vont tous terminer exceptionnellement. On va voir un callback sur ce truc-là, c'est pour ça que je l'ai mis ici. L'autre tâche de mon diagramme en Y peut, elle, se terminer normalement. Et si je fais un get dessus, je vais pouvoir récupérer son résultat normal. Mais le completable future qui dépendait de ces deux tâches, lui, sera en exception. Je peux faire un get qui va jeter l'exception et un getCause pour récupérer l'exception primaire. Dans le cas numéro 3, les completable futures, donc dans le cas du all-off ou du any-off, pareil, les completable futures en aval sont en erreur également. Toutes les tâches que j'ai, parmi elles, il y en a peut-être qui se sont terminées normalement, peut-être plusieurs qui ont généré des exceptions. Il va falloir que je les interroge une par une pour savoir lesquelles ont généré une exception et quelle est cette exception individuellement, avec le même mécanisme que précédemment. Donc malgré cette complexité et ces choses-là, si jamais j'ai des exceptions qui sont générées là-dedans, je peux aller interroger mon graphe nœud par nœud pour détecter quelles exceptions ont eu lieu et donc faire du diagnostic de ce point de vue-là. Je peux aussi traiter les exceptions, j'ai envie de dire normalement. C'est-à-dire décider de dire que si mon completion stage génère une exception, j'ai une méthode pour ça, exceptionally, qui prend une fonction qui prend un throwable, donc l'exception, et puis qui me retourne une valeur. Dit OK, je récupère l'exception, mais finalement les completable futures qu'il y a derrière, je veux pas qu'ils soient en erreur. Donc je vais retourner une méthode normale, donc je vais en quelque sorte capter cette exception et permettre à la chaîne qui se trouve en aval de continuer à s'exécuter normalement. Ça c'est utile pour les checked exceptions parce que je capte le truc et puis derrière ça se passe normalement. Je peux descendre dans un mode dégradé mais quand même continuer mon traitement. Si jamais c'était un fichier qui n'était pas là, je peux éventuellement essayer d'aller en lire un autre ou quelque chose comme ça. J'ai aussi une méthode whenComplete qui me prend un bConsumer. Ce bConsumer prend un T et un throwable. Et en fait, ce bConsumer va consommer le résultat de ce completable future indépendamment du fait que c'est une exception ou une valeur normale. Donc si une exception est générée, le T sera non nul le T sera nul et le throwable non nul. Si jamais c'est un résultat normal qui est généré, à ce moment-là, je pourrais récupérer
ce résultat normal et l'exception, elle, sera nulle. Le completable future qui est retourné par ce truc-là, qui aura en aval, lui peut ne pas être en erreur si je décide qu'il ne l'est pas. Donc je peux vraiment capter l'exception, mais quand même continuer mon traitement derrière. Le when complete, évidemment, il vient en version asynchrone et en version asynchrone avec executor. Et j'ai aussi une méthode handle qui fait à peu près la même chose que le truc précédent, avec une bifonction que je passe en paramètre, qui prend un t, un throwable, et qui me retourne une valeur. Ça me retourne également un completable future, qui peut être en erreur, comme il peut ne pas être en erreur, étant donné que je peux fixer des completable futures, comme je vous ai montré au début, quand on a construit des completable futures. Donc le mécanisme de gestion d'exception, en fait, il est très propre, il est éventuellement un petit peu compliqué, mais il permet vraiment de faire les choses de façon très précise. Pareil, la méthode handle, elle vient en méthode asynchrone, et en méthode asynchrone à laquelle je passe un executor. J'ai une dernière méthode que je voulais vous montrer sur completable future, qui me donne une estimation. Alors il y a écrit une estimation dans la doc, donc c'est pas forcément un truc exact, qui me donne une estimation du nombre de tâches qui sont en attente de l'exécution d'un completable future donné. Donc je peux interroger ce truc-là. Un completable future, en fait, il connaît le nombre de tâches qui dépendent de lui à la fin. Donc je peux aussi regarder mon graphe et diagnostiquer des choses de ce point de vue-là, si jamais j'ai un completable future qui est bloqué, par exemple. Quelques exemples avec des patterns pour voir un peu comment on peut utiliser ces choses-là et comment on peut... les patterns aussi ont pour but de vous montrer qu'en fait les choses sont assez simples une fois qu'on les écrit. Premier exemple que je vais prendre, avec ce truc-là, supply A5, donc je donne un runnable, ce truc-là va me permettre de lire, pardon, un supplier, excusez-moi, ce truc-là va lire une page d'un site web et puis me sortir le résultat de la lecture de cette page de whatever.com, voilà, dans une chaîne de caractères par exemple. Derrière, je peux chaîner un premier traitement, then apply, et je vais récupérer tous les liens, par exemple, qui se trouvent dans cette page. Ici, ça va se dérouler dans le même thread que le précédent, à la limite, peu importe, ça m'est un peu égal. Et puis, dernière étape, then accept, une fois que les liens ont été analysés, c'est de l'expression régulière, éventuellement ça va prendre un petit peu de temps, et ben, je décide d'afficher ces liens dans un display panel, qui est un panel, par exemple, swing. Alors un panel swing, si je veux modifier l'état d'un composant swing, évidemment, je ne peux pas le faire de n'importe où. Je suis censé faire un swing.invokeLetter et passer un runnable à ce truc-là. Donc ce display panel, il faut grosso modo qu'il soit exécuté dans le thread swing, sinon c'est éventuellement quelque chose qui ne va pas fonctionner. Bah, ça tombe bien parce que la méthode thenAccept, et elle vient en version asynchrone, et je peux passer un exécutor à cette méthode asynchrone pour lui dire tu vas t'exécuter dans un pool de thread particulier. Et si je regarde l'interface exécutor, coup de bol, elle n'a qu'une seule méthode abstraite à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est une interface de Java 5, ça veut dire que je peux instancier cet exécutor avec une lambda expression Java 8. Je peux par exemple faire exécutor égale runnable swing utilities invokeLetter de runnable. Et donc cet exécutor, je peux l'injecter dans mon code précédent et l'écrire comme ça. Alors si je l'écris comme ça, c'est peut-être pas très très joli, il y a des lambda expressions, on n'est peut-être pas très habitué, mais je peux aussi l'écrire, par exemple, avec des méthodes références, et là ça va donner quelque chose comme ça. On arrive à quelque chose qui est éventuellement assez compliqué, qui est complètement asynchrone, c'est-à-dire que j'écris ce code-là, mon thread main va continuer à s'exécuter et je ne fais plus rien, et c'est quelque chose qui à mon avis est assez lisible, même si ça demande un petit peu d'habitude éventuellement pour l'écrire. En même temps, Java 8 c'est sorti il y a 1 an, donc on commence à s'y faire. Deuxième exemple, oui, c'est un truc que je ne vous ai pas dit, je fais aussi partie du groupe d'experts pour CDI, avec quelques personnes, et une des premières choses qui sont demandées dans CDI, c'est d'avoir des événements asynchrones. Il y a un bus d'événements, comme vous le savez peut-être, dans CDI, et les gens voudraient avoir la possibilité de shooter des événements en asynchrone. Donc on est en train de se faire des nœuds au cerveau pour faire marcher ça, pour essayer de trouver des patterns qui soient sympathiques. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? On injecte un événement, event fire, on passe le payload en paramètres, ici c'est une chaîne de caractères, et puis de l'autre côté, j'ai une méthode, excusez-moi, de l'autre côté, j'ai une méthode observe qui est annotée, dont le paramètre est annoté avec observe, qui va récupérer le payload et puis s'exécuter. OK. Si je veux le faire en asynchrone, il y a des gens qui disent, des gens contre lesquels on lutte, je vous rassure, qui disent mais il ne faut pas le faire asynchrone, s'il n'y a pas besoin d'exposer de l'asynchronisme dedans, on peut directement faire des completable futures dedans et puis faire exécuter en fait la méthode observe directement en asynchrone de cette façon-là. Effectivement, on pourrait le faire comme ça et ça marchera certainement,
aujourd'hui, même des CDI 1 point, je sais pas combien, enfin CDI 1. Le truc, c'est que si on fait ça, c'est un peu le pattern inverse de CDI, qui consiste à faire de la déclaration plutôt, de la configuration plutôt que de l'écriture, et donc de proposer des patterns super simples, déclaratifs, et qui masquent en fait la complexité technique des choses. Donc le truc sur lequel on travaille plutôt, c'est quelque chose comme ça, avoir une méthode fire A5, qui shoot l'événement, et puis une méthode observe qui va donc être exécutée dans un thread différent. Et puis, éventuellement, comme on a vu dans Completion Stage que passer un exécuteur service, c'était pas idiot, avoir une version qui prenne également l'exécuteur service en paramètre. Là, on en est à peu près là. C'est probablement pas une bonne idée de faire les choses comme ça, parce que si je veux exécuter en tant que callback de mon CDI, comme observateur de CDI, la mise à jour d'une IHM, de mon display panel, et que je passe dans cet exécuteur mon truc swing utility, ça veut dire que tous mes observeurs vont être appelés dans le thread swing. Et si j'en ai 50, dont juste un qui met à jour un panel, c'est certainement pas ce que je veux faire. Donc peut-être la bonne façon de faire, c'est de faire un truc comme ça. Alors si je fais un truc comme ça aujourd'hui, ça va marcher. Je balance l'exécuteur également dans la méthode observe, et puis je lui dis voilà, c'est dans cet exécuteur que tu vas t'exécuter. Peut-être je peux encore essayer de simplifier les choses. Ça, ce swing exécuteur, là, ce serait juste un qualifier, hein, c'est un truc CDI qui existe. Et peut-être la bonne façon de faire, ce serait directement, alors ce swing exécuteur serait peut-être plus un qualifier, c'est peut-être encore autre chose, avoir quelque chose qui dit, bah voilà, ce payload-là, il va s'exécuter directement dans le thread swing au niveau de l'observeur. Si jamais vous avez des idées ou des feedbacks sur les éléments asynchrones en CDI, ne vous privez pas de lever la main, d'écrire, de nous parler, d'aller poster sur les trucs, parce qu'on a vraiment besoin d'idées, c'est la réflexion du moment, et on a vraiment besoin de feedback sur ce truc-là. Donc n'hésitez pas surtout à vous manifester si vous avez des patterns en tête ou des idées en tête sur ce truc-là. C'est un problème qui est complexe, hein, qui est réellement complexe. Troisième exemple, et dernier exemple, peut-être pas le plus simple des trois, je suis désolé, c'est un petit traitement de stream. Je peux m'amuser sur les streams à faire des traitements entièrement asynchrones, en fait. Je peux cumuler les deux. Je peux prendre les deux. Donc, qu'est-ce que je fais sur ce truc-là? J'ai donc un stream qui s'appelle manystrings. Ok, c'est un stream que construit sur un tableau de chaîne de caractères. J'ai une méthode onClose sur l'API stream qui me permet de passer un callback qui va être exécuté à la fermeture de ce stream. Et en fait, mon callback, qu'est-ce que c'est? En fait, je ne sais pas ce que c'est comme type, j'ai oublié. C'est peut-être un rename, ça doit être un... Ouais, je ne sais pas, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait ce truc-là? Il va appeler le completable future que j'appelle closing. J'ai juste fait new completable future. Donc c'est un completable future qui est en train de s'exécuter. Et puis sur ce closing, je vais dire, bah maintenant, sur ce callback-là, tu te termines, et puis ta valeur de retour, c'est close. OK. Je fais mon map. Mon map, qu'est-ce qu'il me fait? Il me prend mes chaînes de caractères, il les encapsule dans un completable future. Et puis je fais une réduction. La première étape de ma réduction, c'est de prendre mon completable future closing. Et puis, qu'est-ce que fait ma réduction? Elle va chaîner avec des n-combine ce completable future closing avec le completable future qui encapsule ma chaîne de caractères. Donc, le résultat de mon stream, c'est un completable future qui s'appelle reduce, qui est le dernier completable future que j'ai retourné, et qui est en fait le résultat du chaînage de tous les completable futures que j'ai traités dans tout mon stream, dans tout ce stream-là. Et quand est-ce que ce completable future va s'exécuter? Parce que pour l'instant, il ne s'est pas exécuté. Bah, il s'exécute sur la complétion de closing. Donc il va s'exécuter au moment où je vais appeler manystring.close, qui va déclencher closing.complete, et comme le premier completable future va s'arrêter, il va déclencher la définition de tous les autres derrière, et donc ça veut dire que mon stream se déclare d'une façon synchrone, mais va s'exécuter de façon complètement asynchrone, éventuellement dans un autre thread. Enfin là, ce sera dans le thread courant, puisque je ne l'ai pas fait en asynchrone, mais j'aurais pu également le faire en asynchrone. Donc on peut aussi cumuler les patterns de stream avec les patterns de computable future pour faire des choses vraiment totalement incompréhensibles. Il y a un truc indispensable quand on joue avec le Common for Join Pool, dont j'ai parlé plusieurs fois déjà, c'est qu'il faut absolument fixer la taille de ce Common for Join Pool. Si vous faites du Java 8 et des serveurs web par exemple, du Tomcat ou des choses comme ça, le Common for Join Pool, par défaut, il va prendre tous les threads, il va prendre un thread par cœur du CPU. Il ne faut pas le laisser dans cette situation-là, parce que si dans une servlette, quelqu'un fait un stream parallèle, il va vous effondrer votre serveur. Donc en utilisant ce machin-là, on peut fixer le nombre de threads du Common for Join Pool, éventuellement à 1. Là, je l'ai mis à 2, mais on peut éventuellement le faire à 1. Et c'est certainement une précaution qui est déjà préconisée d'ailleurs par beaucoup de gens, y compris ceux qui ont conçu l'API Stream.
J'en arrive à la fin de cette présentation. On a une API dans le JDK pour faire du calcul asynchrone. Bon, Java 8, peut-être on aurait pu l'avoir plus tôt, mais c'est bien de l'avoir maintenant. Elle est extrêmement riche et extrêmement souple à l'utilisation. Elle est un peu complexe parce que j'ai cette espèce de facteur 9 à chaque fois que je fais une opération. Je peux le faire avec 3 types de tâches et dans 3 contextes différents en fonction des threads. Donc à chaque fois que j'ai un concept, en fait, il se décline 9 fois, ce qui rend les choses éventuellement un petit peu compliquées à l'utilisation. Elle est entièrement construite sur l'utilisation des lambdas. Et ça, c'est sympa parce que ça donne avec un peu d'habitude, ça donne des patterns qui sont super lisibles et super simples à comprendre. Elle permet un contrôle fin des threads. Je peux vraiment décider dans quel thread va s'exécuter quelle tâche à chaque étape. Et ça, c'est également, à mon avis, extrêmement intéressant. Elle gère les différents types de chaînage. Chaînage 1.1 entièrement causal. Chaînage 2.1, comme je vous l'ai montré, avec les deux sémantiques. Elle gère intelligemment les exceptions. Donc je peux rattraper mon truc sur exception et continuer normalement dans un mode dégradé. Je ne suis pas obligé de propager mon exception et de mettre tout mon truc en vrac juste pour ça. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. C'est la conclusion de ce talk. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Donc nous avons un petit peu de temps pour des questions. Peut-être certains de vous ont déjà posé des questions. Il y a des micros pour les questions, si vous voulez, sur les côtés. Il y a Arnaud qui doit avoir mal aux pieds comme pas permis, donc si quelqu'un pouvait poser une question, puis là, ce serait vraiment sympa. Oui, j'avais une question où vous avez dit le facteur 9 là, pour les méthodes. Oui. Pourquoi pas avoir utilisé toujours, enfin, au moins sans le async, pour les méthodes, juste une méthode avec un type d'argument différent, puisqu'en fait, le type d'argument est différent, au lieu d'en avoir 3 chaque fois? Bah, c'est ce qui s'est passé, c'est 3 méthodes avec 3 arguments différents. Oui, mais elles ont un nom différent, elles n'ont pas... Elles ont un nom différent. Ah oui, d'accord. Les runnable, machin, etc. C'est une bonne question. Je pense qu'il y aurait eu éventuellement des problèmes de collision avec l'inférence de type et les lambda expressions. Parce que quand je donne une lambda expression, je ne donne pas le type de la lambda expression, et donc il faut que le compilateur puisse deviner le type de la lambda en fonction du nom de la méthode. Donc quand je mélange l'overloading et les lambda expressions, je peux tomber dans des systèmes qui sont en fait indéterminés. Je ne serais pas surpris que la réponse soit ça. Je ne suis pas absolument certain, mais je pense que ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Alors, j'ai une question sur les completable features. On a vu la méthode complete où on peut redéfinir la valeur qui est retournée, c'est ça? Oui, il y a une méthode, c'est pas complete, mais il y a une méthode qui permet de faire ça, oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si la feature est déjà complétée? Alors, j'ai 2 sémantiques avec 2 méthodes différentes. J'ai une méthode qui s'appelle obtrude, qui va écraser cette valeur et la remplacer par la valeur que je lui passe en paramètre, y compris si cette valeur est une exception d'ailleurs. J'ai 2 versions d'obtrude. Et puis une version où je passe juste une valeur, et si la valeur a déjà été calculée, elle n'est pas recalculée. En fait, cette méthode ne va rien faire. Juste derrière toi, Arnaud. En début de séance, tu as parlé donc de l'asynchronisme et du fait que c'est pas nécessairement du multithread. Et après, à chaque fois qu'il y a une méthode async, tu disais c'est exécuté dans un autre thread. Oui. Donc est-ce que c'est l'implémentation du framework d'asynchronisme qui va utiliser tout ce qu'il peut dans le fork join pool, ou j'ai pas compris quelque chose? Oui, je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Cela dit, le fork join pool, je peux aussi passer mon propre pool de thread. Et ce pool de thread peut ne comporter qu'un seul thread, donc ça peut être du monothread quand même si c'est pas le thread dans lequel je suis. D'autres questions? Écoutez, j'ai regardé le truc Twitter. Pardon, il y a encore 2 minutes, donc on a encore un petit peu de temps. Si on commence à chaîner des tâches et qu'on fait un cycle, on tombe sur des choses comme un Stack Overflow, des choses comme ça, où il y a une protection? Je pense pas, parce que si tu fais un cycle, que si tu arrives sur une tâche avec une dépendance qui va revenir sur l'autre truc, tu vas tomber sur des tâches qui sont déjà faites, qui sont déjà complete, donc il va rien se passer. Ok, donc ça va sortir. Donc ouais, je pense que ça va pas faire de Stack Overflow. J'aurais tendance à dire évite de faire ça. Ouais. Quand même, excuse-moi. Mais je pense que si tu le fais, non, tu vas pas avoir de Stack Overflow. C'est assez facile d'essayer, je pense qu'on peut essayer. Et il reste toujours 2 minutes. Ça m'inquiète un peu, là.
Ouais, j'avais une question. Depuis longtemps dans Java, il y a des gestions d'événements, des events, Oui. depuis Java Beans, etc. Absolument. Et pourquoi dans les futures, on a des get bloquants et on n'a pas de gestion d'événements pour déclencher sur complétion? Justement, alors, on a un get bloquant, oui et non, parce qu'on a aussi le get avec un timeout qui est semi-bloquant, on va dire. Et justement, l'un des intérêts, à mon avis, de Completable Future, c'est qu'on peut avoir des gets qui sont non bloquants, auxquels je file une valeur par défaut qui va immédiatement retourner si jamais j'ai pas ce truc-là. Mais effectivement, le future de Java 5, c'est 2004. Il a été fait il y a 11 ans quand même. Ouais. Mais en Java 1, oui, j'ai un mécanisme d'événement avec les property change event, etc., qui est refait dans JavaFX d'ailleurs, qui est vachement mieux, à mon avis, dans JavaFX. Qui est même super dans JavaFX. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le any-off, et donc en fait on a la réponse dès qu'il y en a un qui est terminé. Et les autres, ils disent quoi? Ils sont arrêtés automatiquement? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas regardé. Très honnêtement, j'ai pas regardé. Le code source, il est assez simple, donc on peut regarder. Probablement, logiquement, ils devraient être interrompus. Je pense que c'est la logique des choses. Après, quels sont les mécanismes d'interruption? Là, honnêtement, j'ai pas regardé. Je crois que time's up. Je suis désolé, mais c'était la dernière question. S'il y a encore du micro, je veux bien y répondre. Une dernière question. Oui, dernière. Moi, je trouve ça très intéressant, mais Merci. on a vu, par exemple, avec les API réactives, on a la généralisation de ce genre de concept de promise à des séquences, notamment ce qui se passe avec RxJava et les observables. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu en Java, justement, pour aller dans ces directions? Alors, pas que je sache. Il y a deux concepts qu'on a dans RxJava, mais qu'on n'a pas dans cette API-là ou dans l'API des streams. Dans l'API des streams, c'est le concept de génération de données et de push de données vers les consommateurs. Ça, c'est vraiment un concept qui est purement Rx et qui est pas présent dans Java. Même avec ce système de Completable Future, c'est pas du push que je fais. C'est encore autre chose. Et la deuxième chose que j'ai dans RxJava que j'ai pas dans les streams, c'est la possibilité de synchroniser des opérations sur une horloge ou sur un autre observable. Et ça je l'ai pas. Et à ma connaissance, il y a aujourd'hui pas de projet pour implémenter ça en Java. Voilà. Donc Rx de ce point de vue-là reste quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là. Ouais, tout à fait. Je pense que c'était la dernière question. Merci pour votre attention. Moi j'ai une dernière question mais qui ne sera pas filmée du coup.